Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Il y a quelques années, le président de la République, Paul Biya, invitait les Camerounais à se retrousser les manches pour contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. Si vous ajoutez au travail une bonne dose de créativité et d'endurance, vous obtenez inexorablement et irréfutablement la promotion d'un savoir-faire particulier. Ce soir, nous mettons en valeur ce savoir-faire camerounais et cette créativité unique qui fait de notre pays une destination magique. 3 acteurs sont en lumière, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, de la mode et de l'art. Découvrons-les avec le sommaire que déroule pour nous Jocelyne Zoandeng. Au sommaire du magazine Carrière, on parle de la haute couture avec Queen of Kaba. Après 10 ans sur le terrain, Karen Abondo présente son centre de formation professionnelle au métier de la mode. En Success Story, découvrez le parcours inspirant de Jean-Christin Téné, promoteur et fervent défenseur du Made in Cameroun. Enfin, la rubrique Quel talent by Castel Beer vous emmène à la rencontre de Francis Soumeigné. Lorsqu'à 15 ans, elle informe ses parents de son choix de se lancer dans des études de mode, très peu lui auraient prédit une carrière couronnée de succès. Pourtant, à 18 ans, elle devient directrice exécutive d'une grande maison de haute couture africaine basée à Lagos, au Nigeria, avant de revenir au Cameroun pour créer sa marque de vêtements qui, depuis 10 ans, occupe une place de choix dans le landerneau camerounais. Karen Abondo, si vous préférez, Queen of Kaba, a depuis quelques semaines décidé d'offrir son expertise dans l'encadrement de la jeunesse à travers l'ouverture d'un centre de formation professionnelle dédié à la haute couture à Yaoundé. Nous allons à sa rencontre dans la rubrique Entreprendre. Bonjour, bienvenue à Queen of Kaba, je suis Karen Abondo et aujourd'hui je vais vous présenter notre atelier. Allez, venez. Le concept Queen of Kaba, c'est d'abord l'exclusivité. On a voulu montrer aux femmes qu'elles peuvent avoir des tenues exclusives juste pour elles. Donc nous faisons l'effort de faire des tenues qui ne se font pas plusieurs fois. Voilà, donc on peut avoir ce genre de modèle avec de la décoration dessus, comme on peut avoir des tenues hommes bien décorées, richement décorées, comme on peut aussi avoir des tailleurs, des robes de soirée et surtout des robes de mariage. Suivez-moi. Alors ici, je vous présente Clarisse.
On l'appelle affectueusement Tata Clarisse. Alors, c'est elle qui est la responsable de notre atelier. Elle est en train de faire de la décoration de dentelle. C'est la décoration qui fait en fait notre travail, qui fait la particularité de notre travail. Nous avons la dentelle chantilly qu'on importe aussi, qui permet de créer des tenues qui sont assez spéciales. Alors, ici nous sommes à l'atelier même. Voilà, donc vous avez toute l'équipe qui est en train de travailler. Je vous présente Marlise, notre chef d'atelier, qui est en train de faire de la broderie. Et là, on est en train de faire des décorations. Et surtout, le seul coq de notre cours, Alfred, qui est chargé de faire les tenues pour hommes. Alors, on a beaucoup de tenues qu'on fait en couple. Donc, c'est lui qui fait les tenues pour hommes. Après 10 ans dans le métier, après avoir reçu beaucoup de demandes de formation, nous avons décidé de mettre notre savoir-faire à la disposition de ceux qui veulent apprendre. Qu'est-ce que le métier d'être styliste, modéliste, couturière? Donc là, vous allez me suivre, je vais vous faire découvrir notre centre de formation professionnelle. Déjà petite, j'avais déjà ce comportement de vouloir toujours vendre quelque chose, créer en fait une solution à un besoin. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je n'ai pas directement fait la couture. J'ai d'abord fait le commerce général. J'ai vendu les mèches indiennes, par exemple, des cosmétiques. J'avais même un service de traiteur à un moment donné. Alors, la couture m'a toujours intéressée. Je pense que je le tiens de ma grand-mère, qui est couturière retraitée, voilà, qui aujourd'hui ne peut plus coudre parce qu'elle ne voit plus bien. D'ailleurs, j'ai encore sa machine à coudre qu'elle m'a offert comme héritage. Alors, je pense que notre essence, c'est vraiment l'exclusivité, c'est l'originalité. Nous faisons tout pour que chaque cliente soit originale, que chaque cliente soit unique. On fait tout pour ne pas répéter les modèles. Donc, chaque cliente, même si elle a aimé un modèle qu'on a déjà fait, on fera toujours tout pour le personnaliser selon en fait la cliente. C'est ça, c'est l'exclusivité. Je pense que ce que nous avons apporté, c'est du renouveau. On a essayé d'utiliser des matières qu'on ne pensait pas pouvoir mélanger, qu'on a fait. C'est déjà quelque chose d'innovant. Et je pense surtout qu'on a appris à la femme qui est principalement concernée par ce métier à être autonome. C'est-à-dire qu'on a redonné confiance aux couturières, en tout cas qui ont travaillé avec nous, à se prendre au sérieux et à bien gagner leur vie. Parce que beaucoup de couturiers n'ont pas assez de connaissances en notion de comptabilité, en gestion d'entreprise pour pouvoir bien gagner leur vie par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, on voudrait en fait avoir des businessmen et des businesswomen qui sont des stylistes, modélistes, couturiers, pour qu'ils apprennent à ne pas avoir peur du rapport entre leur expertise et ce qu'ils demandent pour faire ce service. Alors la difficulté, on va dire que c'est compliqué de ne pas avoir les matières directement sur place. Nous sommes toujours obligés d'importer. Je rêve qu'un jour, on puisse être capable d'avoir tout sur place. Ça viendra, je suis sûre. Je ne sais pas ce que me réserve demain, mais ce que je sais, c'est que nous sommes en train de construire une nouvelle génération de stylistes, modélistes, couturiers qui sûrement vont impacter notre domaine. Mon message à la jeunesse et à tous ceux et celles qui sont intéressés par ce grand métier qu'est le stylisme, modélisme, couture est de ne pas perdre espoir. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut d'abord essayer. Rater, ce n'est pas une fatalité. L'important, c'est de rater, de comprendre pourquoi on a raté.
Et ça, c'est vraiment l'essence du métier d'être styliste, modéliste, couturier. Donc, je vous encourage à vous intéresser aussi à ce métier qui a beaucoup de débouchés et dont le domaine est encore libre. Il n'y a pas beaucoup d'experts dans le métier. Il y a assez de place pour tout le monde et je vous souhaite bon courage. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. a mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, the inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Et si désormais ont lieu et place à des liqueurs et whisky traditionnels que vous avez l'habitude d'avoir à vos tables, vous preniez une liqueur ou un whisky à base de bita-cola, de cannelle, de citronnelle ou tout simplement à base d'ananas, produit du côté d'Hawaï au Cameroun. Eh bien, c'est le pari assez audacieux dans lequel s'est lancé depuis quelques années un jeune Camerounais au parcours atypique. Jean-Christin Téné, un véritable débrouillard qui est parti des bas-fonds de la société pour aujourd'hui devenir un véritable capitaine d'industrie. À la tête d'une véritable manne industrielle qui regroupe à la fois l'image, la production, la transformation et la commercialisation, il s'évertue à développer sa marque et ses 43 brevets d'invention déposés et certifiés du côté de l'OAPI. Son parcours, ses défis, ses rêves les plus fous sont à découvrir dans cet entretien portrait inédit réalisé entre Douala et Yaoundé avec Alain Gobert-Kwam, Richard Mani Ongene et bien sûr Patrick Kamdem Togo. Je dis toujours aux jeunes aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez. On n'arrive pas au succès sans passer par des échecs. L'école qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux vous intégrer dans la société. Il faut travailler et travailler énormément. Et ne jamais oublier de rendre service pour rien, sans rien attendre. Son discours est l'un, sinon le plus audacieux du monde industriel au Cameroun. À tel point qu'il pourrait bien se convertir au coaching et se faire des milliers d'adeptes. Je ne peux pas compter les jeunes dans l'entrepreneuriat ici au Cameroun que j'ai aidés. Mais il a fallu la gendarmerie pour récupérer l'argent. Je pense toujours à Feu Trésor Ngachi. C'est l'un des rares entrepreneurs que j'ai aidé et qui a été reconnaissant, qui vient remettre même. Personne ne remet. Hein. Personne ne remet. Aujourd'hui, la mentalité, c'est qu'il faut frapper, il faut prendre et ne jamais remettre. Comment est-ce qu'on peut évoluer, lancer une entreprise et espérer prospérer? Mais vous n'irez jamais nulle part. Vous n'irez jamais nulle part quand votre entourage ne peut pas vous recommander. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède de la gloire. Un puits de conseils pratiques tiré de sa longue et riche expérience dans le monde de l'auto-emploi et de la vie en général. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la Bible. Il y a des leçons entrepreneuriales, il y a tout. Alors, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que la Bible te demande de faire? Tu peux me répondre? J'ai pas lu dans ce... La Bible nous demande de faire l'agriculture. Je le fais. La Bible nous demande de faire l'élevage. Je le fais. Je ferme les yeux, je fais. Au mariage de Canaan, qu'est-ce que Jésus a fait? Du vin. Je le fais. Donc c'est pourquoi moi je dis, je lis la Bible comme un entrepreneur. Et je fais ce qui est dit. Parce que c'est le futur. Rencontre avec Jean-Christin Téné, un self-made man devenu plus grand que ses rêves. C'est à Yaoundé, au quartier Fouda, que nous rencontrons pour la première fois Jean-Christin Téné. En cette fin de matinée, l'industriel est en pleine installation d'un showroom dans la capitale politique pour se rapprocher de sa clientèle. Méticuleux,
Il veille sur chaque détail et se rassure auprès de ses équipes que tout est conforme à sa vision de cette boutique qui devrait servir de point de distribution principal pour les marchés de la capitale, voire des régions du sud et de l'est. Une boutique qui est donc importante à ses yeux. Vous savez, ce n'est pas évident pour une personne, un ministre de se déplacer pour aller à Douala, voir ce que nous faisons. Mais quand nous ramenons ce que nous faisons à côté d'eux, ça permet que par un détour, il peut s'arrêter et déguster quelque chose et découvrir ce que nous faisons. Une ambition forte qui caractérise cet homme moulé dès l'enfance au système D et qui s'est construit pas à pas une image et un caractère de bosseur, fonceur. Direction Douala, capitale économique du pays. C'est sur la terrasse de son bureau au siège de Saveur des Vignes, au quartier Ndokban, que nous retrouvons Jean-Christin Téné. Occasion unique de revenir en détail sur son enfance atypique. Je suis né à Bansoa, dans un petit arrondissement. C'est le seul qui porte le nom de quelqu'un, Penka Michel. Le 29 avril 1970 exactement, d'un parent enseignant, catéchiste. Je l'ai quitté pour la ville quand j'avais 5 ans. Donc en ville, on a dû se débrouiller dans les petits métiers. Aussi loin qu'il se souvienne, Jean-Christin a toujours eu quelque chose à vendre dans sa vie. Et ce, depuis la tendre enfance. La vie, c'était pas comme aujourd'hui. La vie, il fallait aller puiser de l'eau au puits. Il n'y avait pas SNEC, il n'y avait pas Eneo. Il fallait étudier, mais il fallait étudier où? La lampe. C'était juste une boîte de lait qu'on perçait, on mettait du pétrole avec un petit morceau de tissu pour pouvoir voir, pour étudier. On a vendu des cacahuètes, on a vendu de la canne à sucre. C'est grâce à ce petit commerce que l'enfant de Penka Michel a réussi à financer ses études. Et pas que. Très jeune, il a acquis une des valeurs cardinales de la vie, la serviabilité. Une valeur déterminante dans son parcours, puisqu'elle contribuera fortement à forger sa richesse matérielle. Quand j'étais tout petit, je crois que je devais avoir 14-15 ans, il y avait un monsieur qui était dans mon quartier. Je le dis, il est vivant. Monsieur Fotso Polycap, s'il m'écoute, il est vivant. Il peut témoigner, il est là. Je venais devant sa porte. C'est un monsieur qui était assez bien à l'époque. Il avait une voiture. Il travaillait énormément. Et il rentrait toujours avec sa voiture qui était sale. Et généralement, il venait se reposer un peu. Il ressortait toujours vers 19h pour aller s'amuser avec ses amis. Sa voiture était sale. Et j'ai pris sur moi de nettoyer cette voiture. Gratuitement. Il ne savait pas qui le faisait. Pendant des mois. Jusqu'au jour où nous on est allé au village. On est allé au village pour récolter les arachides au mois d'août. Sa voiture a fait 1 mois sans être lavée. Il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qui le faisait? Mais il ne trouvait pas. Subitement, au mois de septembre, je suis revenu et j'ai recommencé à laver. Il est sorti un jour, subitement, ça a commencé à être propre. Le lendemain, il a garé la voiture, il est entré et 10 minutes après, il est sorti. Il m'a surpris en train de laver la voiture. Toi, c'est qui? Pris de peur, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, viens ici. Je me disais qu'il devait me faire du mal. Mais curieusement, j'entends, il appelle son épouse. Bernadette, viens. Cet enfant a droit à un plat de nourriture tous les jours dans cette maison. Et il se tourne, il s'en va. Désormais, je veux te voir ici tous les jours. Les pleurs se sont transformés en larmes de joie. Enfin, j'avais un tuteur qui me donnait à manger tous les jours. Ce nouveau tuteur va également faire de celui qui transportait déjà les marchandises dans un pousse-pousse dans les marchés de Bafoussam pour payer ses études, l'unique pousseur agréé dans sa boutique. Une aubaine pour le jeune homme qui va lui permettre de financer ses études au collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam jusqu'à l'obtention du baccalauréat, en même temps qu'il donne des cours de répétition dans la ville pour arrondir les fins de mois. S'il n'est pas ridicule à l'école, Jean-Christin prend très vite conscience que sa voie est loin des bancs de l'université de Yaoundé qui lui tendait pourtant les bras. En 91, j'ai fait un tour à Yaoundé, à l'université. J'ai vu les conditions, j'ai dit non, c'est pas possible. Quand j'ai eu le bac, je n'ai pas, malgré les conditions,
J'ai jamais été mauvais à l'école. Au vu des conditions qui se présentaient, je suis revenu le voir et je lui ai dit, grand, je ne peux pas aller à l'université. Il faut que je me débrouille. Qu'est-ce que tu veux faire, m'a-t-il demandé. J'avais un de mes amis d'enfance qui faisait du cosmétique. Ah, j'ai dit, je veux aussi faire le cosmétique comme tel. Je vais me débrouiller. Il se met à rire. Je me rappelle, je l'ai tendu ce jour 35 000 francs. J'avais vendu ma plaque de gaz et ma bouteille de gaz que j'utilisais à l'école. Je lui ai remis. Il s'est mis à rire. Il m'a fait une facture, je crois que ça devait être dans les 300 quelque chose de mille. J'avais un crédit de 286 000, je crois exactement. On était le 16 juin 1991. J'oublierai jamais cette date. Non, 18 juin. Parce que je finis le bac le 16 et le 18, il me fait la proforma. Et le même 18, j'ai commencé à vendre sur ma tête. Quand je commence mon commerce, à l'époque, on a été la dernière promotion qui faisait les oraux. J'ai commencé mon commerce le 18 juin. Je n'ai pas eu le temps de préparer les oraux. Ça ne me disait plus rien. Le jour, on lit, j'étais admissible. Il fallait passer à l'oral. Je n'ai pas appris. Bon, je suis allé. J'ai porté ma petite caisse de cosmétiques et je me pointe devant la salle, là où il y avait les oraux. Et puis le professeur dit, mais attends, tu vas où avec ça? J'ai dit, pardon, c'est ma marchandise. Il veut parler, il dit, non, si vous ne voulez pas, je pars même. Parce que je ne sais pas à quoi ça va me servir. Il me dit, mais attends, tu as eu... Je dis, oui, je suis pas venu passer l'oral. Je pose ma petite caisse de cosmétiques sur un angle et je m'en vais donc m'asseoir. Ça a attiré l'attention de tous les jurys, ils se sont levés. Mais attends, c'est quel enfant ça? On me pose la question, il me pose la question. C'est quoi ça? C'est mon petit commerce. Tu le fais depuis quand? Depuis que j'ai fini l'écrit là. Mais pourquoi tu n'as pas préparé les oraux comme les autres? Je lui ai posé la question, ça va me servir à quoi? Du moment où je sais ce qui va se passer après. Regardez comment les gens sont à l'université, ils n'ont rien à faire. J'ai préféré commencer tôt à me débrouiller. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit depuis un mois et demi là, je vends en moyenne 5 000 par jour. J'arrive à faire des économies de 1 500, 2 000 par jour. Ça va me faire 60 000 au bout d'un mois. Et au bout d'une année, je compte économiser à peu près 700 000. Et quand j'ai fait mes petits calculs, je me suis dit que si je vais à l'université là, je vais dépenser encore de l'argent, d'autant plus que même pour arriver là où je suis là, j'ai dû être pousseur. Ça ne sera pas évident. Or, mes amis qui veulent à l'université, qui partent, vraiment là, je vais économiser mes 700 000. En 3 ans, ça va faire 2 millions. Et quand ils vont sortir de Ngouakele, me retrouver dans le chômage, j'aurai quand même mes 2 millions pour commencer. Alors eux, ils n'auront rien. J'aurai 2 millions et 3 années d'expérience sur le terrain. À la fin, ils me disent, c'est bon. J'ai dit que mais vous ne me posez aucune question. Ils me disent que mais on a fini. Je dis mais attends, vous me demandez rien. Je me suis dit que bon, ok, comme ils ont vu que je ne connais rien, je suis sorti, j'ai porté mes produits, j'ai mis sur ma tête, je suis parti. Le jour du résultat, on me dit mention bien. Je dis que mais attends, j'ai répondu quoi? Il n'a rien répondu. Un jour, je rencontre un de ses professeurs. Je lui pose la question, car tu ne m'as jamais posé de question. Comment j'ai... Il me dit qu'au contraire, tu as répondu plus que tout le monde. Parce que n'oubliez pas, l'école qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux vous intégrer dans la société. Et tu nous as démontré que tu as déjà pris de l'avance. Tu es très loin. Papa n'était rien, maman n'était rien, papi n'était rien, mamie n'était rien. Je me suis battu comme un homme, pour devenir ce que je suis. Savoir où on va et se donner tous les moyens d'y arriver. Se sacrifier et croire à fond en ses rêves. La deuxième leçon de vie de Jean Christin, il l'apprend sur le terrain. En pleine période de ville morte, il se montre ingénieux et s'improvise livreur à domicile de toutes ses clientes bloquées chez elles par les troubles liés au retour à la lutte pour les libertés en cours dans le pays. Une adaptation exceptionnelle aux réalités du terrain qui lui permet ensuite de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans le commerce. 6 mois après ses débuts, son petit kiosque est bien plus garni et se transforme en une boutique en bonne et due forme. Il faut travailler.
et travailler énormément. Et ne jamais oublier de rendre service pour rien, sans rien attendre. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, j'entends beaucoup d'entrepreneurs, ils disent, on ne les aide pas. On va t'aider que tu as aidé qui? Quand tu crées une entreprise aujourd'hui, les startups, ton premier client, c'est ta famille, c'est tes amis proches, c'est les connaissances que tu as faites. Tu étais gentil avec tel tonton qui travaille par exemple dans telle entreprise. C'est ce tonton-là qui va voir comment tu te débrouilles, il va prendre tes produits pour aller recommander dans cette entreprise. Ce n'est pas toi. Et parce que ce tonton connaît ta moralité, il ne va pas douter du fait que tu as produit du n'importe quoi. Ce tonton va prendre ce produit et il va aller dans son entreprise proposer à ses collègues. Si tu as 5 tontons comme ça là, à qui tu as rendu des loyaux services, c'est ces entreprises dans lesquelles tes produits seront vendus et vantés. Et vous allez décoller. Et ce même tonton, c'est celui-là qui va chercher des petits financements pour t'aider à commencer. Parce qu'il connaît ta moralité, il sait que tu vas le rembourser. Alors, les enfants aujourd'hui à la maison, comment vous vous comportez vis-à-vis de vos mamans, de votre papa? Toutes les mamans, tous les papas aujourd'hui sont dans des petites cotisations de partout. Est-ce que tu montres à ta mère que tu es honnête, qu'elle peut te faire confiance, qu'elle peut aller dans une cotisation, prêter 50 000, te donner pour que tu lances ton business et être sûr que tu dois lui remettre? Parce que les jeunes aujourd'hui, c'est ça. Hein? Une fois que tu lui as donné, tu ne vois plus. Hein? Est-ce qu'il est écrit que si tu aimes des pauvres, tu dois finir pauvre? S'il a pour ainsi dire le commerce dans le sang et réussit quasiment tout ce qu'il entreprend, Jean-Christin Téné est surtout très ingénieux et attentif à son environnement. C'est ainsi qu'il sait dénicher les affaires qui ont le vent en poupe et n'hésite pas à prendre des risques. Je suis dynamique dans ce que je fais. Je connais anticiper. Il y a des moments où je quitte une activité, les gens ne comprennent pas pourquoi je quitte, mais c'est 10 ans après que les gens disent que ben attends, on comprend pourquoi tu étais parti, mais le problème qui est là, c'est qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on est parti quand le business ne donne plus. Et généralement, sur ma page Facebook, je mets toujours une image de quelqu'un qui a une boutique qui est pleine aujourd'hui. Et un de ces 4 matins, il est assis dans la même boutique. La boutique est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas su anticiper. Il faut anticiper. Et quand vous faites une affaire, qui marche, créez en vous un second, voire même un troisième. Je vais vous dire, aujourd'hui j'ai 3 entreprises, je suis à la tête de 3 entreprises. Mais il y a des moments, il y a des années où c'était l'entreprise qui apporte le plus. D'autres années, c'est plutôt l'autre. Ce n'est jamais les 3 au même moment. J'ai commencé avec le cosmétique. J'ai fait moins de 2 ans dans le cosmétique. Après, j'ai commencé le Nigeria. J'ai commencé à aller à Nigeria acheter pour venir vendre. J'ai fait, je crois, 7 ans. Lors de mon séjour au Nigeria, j'ai décidé de fabriquer un sac pour lequel le planteur devait désormais mettre le maïs à l'intérieur seulement et vendre comme ça. C'est-à-dire que lui, il ne pèse plus. Puisque je m'étais rendu compte que les corsaires nous trompaient. On fabrique un sac. On sait déjà quand on met le maïs ou le haricot ou ainsi dedans, on sait déjà, le planteur sait déjà avant de quitter de chez lui que c'est tel truc et il le vend à temps. Il ne vend pas en dessous de ça. C'est ainsi que j'ai créé les sacs Mafco. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom Mafco. J'ai créé ce sac et c'était mon premier brevet à l'OAPI. Le travail est un moyen par lequel Dieu pourvoit à la nourriture de l'homme. Travailler. Sa première expérience dans le formel en tant que patron d'entreprise est un succès. Les sacs Mafco se retrouvent partout sur le marché. Pourtant, il ne fait pas long feu dans cette affaire. Je crée donc ces modèles industriels qui sont déposés jusqu'aujourd'hui à l'OAPI et qui malheureusement sont copiés, ça je le dis devant les caméras, sont copiés sans que personne ne bouge au Cameroun. J'ai essayé d'intenter des procès, ça n'a rien donné. Les Libanais le copient à Bonabéry là. Et l'OAPI, tout le monde regarde faire. Hein. Donc, j'ai fait ce modèle industriel au Nigeria et pendant que je travaillais au Nigeria, j'ai rencontré un Chinois. Il a vu comment j'achetais. Il a demandé s'il n'y avait pas d'usine qui faisait ça au Cameroun. Je lui ai dit il n'y en avait pas. Et il est venu et on a lancé l'usine au Cameroun en 2000. Je n'étais pas très expérimenté à l'époque, dont les contrats pour son installation étaient à ma défaveur. Mais quand même, j'étais distributeur pratiquement exclusif. Lui, il m'a jonglé il y a peut-être 7 ans. Il a disparu dans la nature, emportant avec lui plein d'argent à moi.
Ça, c'est l'entrepreneuriat. Je me suis encore fait rouler là aussi. Au début des années 2000, avec le boom de la téléphonie mobile au Cameroun, Jean-Christin flaire une nouvelle opportunité d'affaires. Lui qui fait déjà dans l'import de marchandises au Nigeria, se lance donc dans les télécoms. Pendant que je faisais les sacs, en 2000, j'ai lancé la téléphonie mobile. Mais avant de commencer la téléphonie mobile, j'avais déjà commencé le cybercafé. Parce que moi, travaillant beaucoup à l'international, allant chaque fois dans les cyber pour envoyer les mails, j'ai dit mais pourquoi je n'en fais pas un au mien? Je l'ai fait et j'ai fait le premier grand cyber de Bafoussam. Ça s'appelait encore Cyber Mafco, cybercafé. Pendant que j'avais le cybercafé, j'avais beaucoup de visites, beaucoup de visites. J'ai lancé donc, les gens ont d'abord commencé à venir demander les recharges. Est-ce qu'il n'y a pas les recharges ici? Il n'y a pas. J'ai dit mais attends, si je vends les recharges, pourquoi ne pas vendre les téléphones? C'est comme ça que j'ai commencé à vendre les téléphones et j'ai vu que c'est un truc qui marchait. J'ai décidé de solliciter un agrément de distributeur chez Orange Cameroun. Bon, j'ai été repoussé. On m'a dit, c'est pas possible, c'est déjà fermé, on ne peut plus. Je dis toujours aux jeunes aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez. On m'avait dit à l'époque, oh, on ne peut plus, on ne prend plus. On m'a raconté toute une histoire, on ne prend plus de distributeurs. Mais on m'a quand même dit, non, tu peux travailler sous un distributeur qui est déjà là. Je me rappelle à l'époque, j'ai pris ce distributeur qui était là. On m'a dit travaille avec lui, j'ai travaillé avec lui. J'ai fait exploser les chiffres de ce distributeur. En tant que sous-distributeur, j'ai fait exploser. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui avait l'habitude de faire peut-être 100 millions de chiffre d'affaires, on le retrouve à faire 250 millions. Et on commence à dire que, mais attends, pourquoi celui qui faisait ça? On se rend compte que c'est moi qui est derrière. En mars, il y avait une foire, la foire régionale de Bafoussam. J'ai dit, ok, c'est l'occasion à saisir. Je dois passer distributeur officiel. J'ai fait un stand qui battait celui d'Orange Cameroun, qui était plus beau. Ce qui fait que quand les dirigeants d'Orange Cameroun venaient à la foire, mais ils se dirigeaient plutôt chez moi avant qu'on ait dit non, c'est pas ici, votre stand c'est là-bas. Et quand tout le monde venait, on dit que mais qui est ce distributeur qui a fait un stand plus que nous? On lui dit il n'est même pas distributeur, il est sous-distributeur. On dit quoi? Il est sous-distributeur. Mais attends, corrigez-moi ça. C'est un distributeur là-bas. Avant la fin de la foire, mon compte 009 était ouvert à Orange Cameroun. Son audace paye. Pendant 7 ans, il fait la pluie et le beau temps dans la distribution des produits Orange Cameroun à Bafoussam. Tout semble rouler pour le fils de catéchiste qui fait désormais partie de la lignée de ceux qui ont réussi leur vie. Du moins, c'est ce que pensent ceux qui le côtoient au quotidien. Dans son fort intérieur, le fils de Penka Michel en veut plus. Il se sent bridé par le système et veut s'en affranchir. À un certain moment, je travaille pour quelqu'un, je ne contrôle pas les marges. Je ne contrôle pas les marges. On m'impose les marges. On me dit ce que je dois gagner. Non. Je dois créer mon entreprise. Je dois contrôler. Je me rappelle, je n'avais pas voulu fermer à l'époque. J'ai voulu prendre la distribution il y a un téléphone célèbre que vous voyez dehors, on appelle Techno. J'ai eu les premières discussions avec Techno. Mais sauf que je suis allé à Shenzhen quand je discutais avec cette entreprise chinoise. Je ne voulais pas qu'au démarrage, ce soit Techno qui se présente. J'ai dit, je veux que ce soit Mafco qui se démarre. Rien que pour ça, ils ont préféré donner à mon concurrent. Nous étions 2. Quand ça n'a pas marché, j'ai dit, je laisse tomber. Et courant février, il y a eu des événements de la faim. Ça nous a bloqués ici à Douala, à la maison, pratiquement 1 semaine. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je discutais, moi aussi, je venais d'arriver à Douala, les intrants sont trop chers, les ceci, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il revenait? La vie est chère, on n'arrive pas à manger, on arrive... Je commence à dire que, mais attends, voilà une opportunité. Pourquoi ne pas regarder de ce côté? Pour éviter que les gens ne grèvent. C'est comme ça que je commence à regarder un peu l'agro et de regarder comment faire baisser le coût des intrants qui aident à cultiver.
Écoutez bien. Les pleurs d'un enfant qui a souffert. À partir de là, les événements s'enchaînent. Du phytosanitaire avec Agromaf, Jean-Christin se transforme peu à peu en un capitaine d'industrie. Les entreprises naissent les unes après les autres, formant une chaîne de valeur unique dans l'industrie camerounaise. 2009, je commence à phytosanitaire. Je commence à homologuer parce que c'est un secteur assez réglementé. Je commence à homologuer des produits pendant à peu près 3 ans. J'ai baissé les prix de façon drastique. Ceux qui sont dans la profession vont le savoir. Parce que les premiers produits que j'ai ramenés, j'ai pratiquement divisé le prix par 2. Et là, encore, je me suis attiré les foudres des firmes internationales. Oh, ils ont commencé à raconter, oh, il fait du faux, il fait ci, il fait ça. Juste parce que j'avais divisé le bénéfice par 2, ça les énervait. Mais heureusement, j'ai été beaucoup protégé par l'ancien ministre de l'Agriculture. Mais cet épisode m'a fait comprendre qu'il fallait que je pense encore à quelque chose d'autre que la phytosanitaire. Je me suis rendu compte que quand nous on allait dans les coopératives vendre les produits phytosanitaires, ben, tu te rends compte, tu viens dans une coopérative à qui on a donné 1 milliard, les gars achètent les produits Marcy pour 300 millions, hein? Mais tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils font avec le reste d'argent? Ce jour, j'observe, ils ont acheté le vin pour plus que 300 millions. Le vin, les whisky en sachet. Ça dit que pendant qu'on est en train de voir les vendeurs de vin étaient aussi venus, j'ai dit que mais attends, je suis venu voir la phytosanitaire. Vous êtes des planteurs, vous n'achetez même pas pour 3, mais vous allez acheter le vin pour 400 millions. Les gars nous disent que c'est ça qui nous donne la force pour qu'on aille travailler au champ. Ah, j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. On va alors chercher le vin aussi. Pendant que je côtoyais le planteur, il y a des moments où tu donnes les produits phytosanitaires maintenant au planteur. Tu reviens pour prendre l'argent, il te dit qu'il n'a pas l'argent. Mais j'ai cultivé, mais je n'arrive pas à vendre. J'ai fait un séjour au nord, Cameroun, j'ai vu des stocks de soja incroyables qui dormaient dans des magasins, le maïs, ainsi de suite. J'ai dit, ok, pourquoi ne pas consommer aussi une partie? C'est-à-dire, avant même que le chef de l'État ne lance le mot Made in Cameroun, transformation locale, j'ai dit, je crée une ferme. Souvent, quand je vais venir là, quand je trouve trop de maïs, je prends aussi, j'utilise dans ma ferme. C'est comme ça que je crée la 3e entreprise, Boncher, qui est spécialisée dans l'élevage. J'ai pris une 12 hectares de terrain là-bas du côté de Yabassi. J'ai commencé à faire de l'élevage. Donc désormais, quand je livrais, je prenais. Je peux te donner des produits phytosanitaires, tu n'as pas l'argent à me donner, j'ai dit donne-moi le maïs, donne-moi le soja. Vous voyez très bien que les 3 entreprises que j'ai sont liées. Aucune entreprise ne s'est créée au hasard, ni sur un coup de tête. C'est un besoin réel sur le terrain qui m'a amené à créer une entreprise. Donc c'est comme ça que je crée la ferme Boncher. Et quand je crée la ferme Boncher, tout autour de la ferme, sur 12 hectares, les bâtiments ne prennent pas plus d'1,5 hectare. Donc on a à peu près 10 hectares, 8 hectares qui sont libres. Et chaque fois, j'étais obligé de prendre les produits phytosanitaires pour désherber. Après, je dis que mais attends, pourquoi ne pas cultiver? Mais qu'est-ce qu'il faut cultiver? On a essayé plusieurs cultures qui ne donnaient pas, on essaye. Jusqu'à un jour, je suis de passage dans un espace qui n'était pas encore cultivé. Je vois une tête d'ananas. Il poussait seul. Mais il avait fait un fruit gigantesque, sans engrais naturellement. J'ai dit à Njombe, allez me chercher 2000 plants d'ananas à Njombe. On est venu, on a mis les 2000 plants. C'était un succès. En fait, c'était sa terre même. La vie de tout un chacun est tracée. On ne force pas le destin. Tu dis que tu seras président, tu le seras. La récolte de cette variété d'ananas apporte une nouvelle lumière dans la carrière de Jean-Christin. En tentant de vendre les fruits directement sur le marché, il se rend compte qu'il ne gagne pas grand-chose. Il entreprend alors de transformer ses fruits en jus naturel et se lance définitivement dans la transformation. Phytosanitaire pour la production des engrais et intrants pour l'agriculture bio, une ferme Boncher pour l'élevage, l'agriculture et la transformation des produits de la terre, Saveur des vignes pour la commercialisation des produits et l'importation de vins portugais, Jean-Christin Téné tient enfin son empire industriel. À la base, je disais d'abord, je suis autodidacte.
J'apprends beaucoup. Je me concentre beaucoup. Et je peux dire souvent, si vous pouvez, vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez. Quand on veut, on peut. Surtout si nous avons l'amour de ce que nous faisons. L'amour de ce que nous faisons est extrêmement important. Les prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des usines sur place et ces usines dépendaient de la matière première importée. Ça, c'est l'une des erreurs qu'ils ont fait. Alors, est-ce que nous, la génération d'aujourd'hui, on doit faire la même erreur? Pour moi, je dis toujours à mes amis, à tous ceux que je côtoie, quand quelqu'un me dit qu'il a monté une industrie et que tu me dis au pif, la matière première de cette industrie est importée, pour moi, tu n'as rien fait. On doit, au Cameroun, faire des industries qui dépendent de la matière première locale. Et c'est pourquoi, au niveau du Made in Cameroun, nous avons bien voulu différencier avec un certain nombre de personnes la différence entre le Made in Cameroun et Origine Cameroun certifiée, que nous avons mis sur pied avec Jacques Ndébi, qui est quelqu'un qui est très calé dans les certifications, l'un des rares au Cameroun. Coca-Cola, c'est Made in Cameroun. Ben, c'est un produit camerounais. Il n'est pas camerounais. Mais il est Made in Cameroun, non? Mais nous voulons Origine Cameroun certifiée. Origine Cameroun certifiée prend la matière première au Cameroun d'un bout à l'autre. Made in Cameroun importe la matière première et le transforme sur place. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Véritable précurseur de ce label, il met sur le marché des produits issus de la transformation des produits de la terre, apportant une touche unique de modernité dans nos traditions. C'est ce que nous produisons le plus, c'est notre quotidien. Vous avez déjà regardé nos parents au village? Il ne se passe pas une seconde sans qu'ils ne se soient en train de mâcher un bitacola. C'est nos traditions, c'est nous, c'est notre être, c'est notre tradition, c'est nous. C'est le Camerounais, c'est l'Africain. On doit pouvoir mettre sur nos tables l'Afrique, nos traditions, ce que nous sommes exactement. Pourquoi est-ce que nos parents, quand ils s'assoient dans les comment je peux dire, les petits endroits là où on boit du vin blanc, et ainsi de suite, il a toujours son bitacola en train de mâcher avec du vin blanc, il boit un peu. Pourquoi ne pas permettre que cette pratique soit industrialisée et déposée sur cette table à tout moment? C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. La première chose, c'est nous insistons beaucoup sur le packaging. Le packaging vend le produit à plus de 50%. Un produit qui est mal emballé n'amène pas le consommateur à chercher même à le découvrir. Vous emballez un produit, le produit qui est à l'intérieur de la bouteille est superbe. Personne ne le touchera si le packaging est dégueulasse. Donc le premier travail à faire, c'est de mettre le packaging au niveau européen, au niveau international. Si possible, au-dessus. C'est ce que nous essayons de faire. Donc c'est la différence. Vous m'avez parlé du paquet, de la pasteurisation, du vin de palme et ainsi de suite. Comment ils sont emballés? On ramasse les bouteilles de bière, on ramasse les bouteilles de gauche à droite, on met là à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du sérieux qui est mis derrière? Il n'y a pas du sérieux parce que les gens ne croient pas en leur projet. Les gens n'ont pas le goût du risque. Vous savez, quand j'ai eu l'imagination de faire ce produit, j'ai demandé à mes employés, faites-moi 5000 litres. Et eux de réagir. Ah, boss, qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai dit, faites-le. L'intuition m'avait dit, ça va aller. Ils ont fait et ils ont été surpris et continuent à être surpris aujourd'hui des records de vente que ce produit est en train de faire sur le marché. Pour y parvenir, le capitaine d'industrie mise sur un packaging de qualité pour emballer des produits aux standards internationaux. Une approche calculée qui lui permet peu à peu de conquérir le marché camerounais avec ses liqueurs faites à base de bitacola, noix de coco, ananas, gingembre, citronnelle. Quand vous travaillez le packaging, vous avez imaginé, vous avez fait un produit, faites-le goûter par 2, 3, 4, 5 personnes. Ne dites pas non, on va découvrir au marché. Non, les gens peuvent découvrir au marché et te dire c'est dégueulasse. L'Africain a ce comportement. C'est que quand il a quelque chose, il a peur de le partager. Parce qu'il va dire, oh, on va copier mon produit, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Vous avez remarqué un peu à l'extérieur, beaucoup ne savent pas pourquoi j'ai créé cet espace. Quand je pense à un projet et que je le produis, il y a des jours où quand les gens sont assis, oh, je le sors et je le fais goûter aux gens. Je reçois
les notes. Et ce n'est qu'en fonction de ces notes que je décide de le mettre sur le marché. Si les notes sont négatives, j'arrête là, à ce niveau. Les producteurs d'origine Cameroun certifiés devraient apprendre à faire goûter leurs produits à tout le monde. Moi, ma plateforme est ouverte, hein, ça moi je le dis. Si quelqu'un me dit, monsieur Téné, ok, il y a l'événement Tarolan qui se passe chaque samedi, il y a au plein 100, 200 personnes. Est-ce que tu peux me permettre que je vienne chez toi faire goûter tel et tel de mes produits? C'est ok. Ils n'ont même pas besoin de me demander. C'est d'office validé. À son dynamisme et son sens aigu des affaires, le fils de catéchiste ajoute un goût du risque particulier. De façon littérale, Jean Christin n'a pas peur de l'échec. On a beaucoup échoué. On a beaucoup perdu d'argent. Énormément. Mais à chaque fois, on essaie de se relever. Et puis, quand vous voyez des recettes, avant d'arriver, de finaliser une recette, il y a beaucoup de recettes échouées qu'on jette. On n'arrive pas au succès sans passer par des échecs. L'échec vous permet d'apprendre et de corriger. Si vous vous arrêtez parce que vous avez échoué 2 fois, vous avez perdu votre temps. L'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. Confiant en l'avenir, il n'a de cesse de travailler pour atteindre les sommets. Déjà propriétaire d'une 40aine de brevets, il se dote de moyens pour aller au-delà de ses propres rêves, pour tutoyer ceux du continent tout entier. Je consacre tout mon temps au travail. Mais depuis un bon bout de temps, j'essaie un peu d'aller au cinéma, à Canal Olympia. Et je me dis peut-être, c'est par rapport au projet de Miracle Film Studio. L'image vend. L'image a un pouvoir. Et je compte passer par l'image pour transmettre à nos petits frères, à nos jeunes, un message d'espoir. On doit croire en l'Afrique. À mes enfants, je dis toujours, vous avez déjà regardé 1760, 1753, 1700, Guinness. 1759. Il faut compter le nombre de temps que ça fait jusqu'à aujourd'hui. On a la possibilité d'installer la même chose. On a la possibilité. Vous avez vu ça? Il est en train de faire le tour du monde, lui. Il fait le tour du monde. On a la possibilité que d'ici quelques années, on soit en train de donner 1700 quelque chose là-dessus. Donc aujourd'hui, je ne m'engage pas dans des projets dont la visibilité, c'est 5 ans, 10 ans, non. Mon objectif, c'est d'installer une fondation, une maison. Et je développe tout autour, dans ce panier qui consiste la maison, un certain nombre de choses qui va faire vivre cette maison 100, 200, 300 ans. Voici la magie. Une ambition débordante qu'il nourrit depuis l'enfance et ses premiers pas dans le petit commerce et qui le porte vers le sommet. Comme un pied de nez à la misère qu'il a connue plus jeune avec ses frères. Devenu le pilier de la famille, il s'est gardé la tête sur ses épaules, tel que le lui a rappelé son papa lors de sa première visite à son domicile à Douala. Mes parents étaient très croyants, donc j'ai grandi dans la croyance, dans l'éducation catholique. Il a été catéchiste et l'un des rares personnes au Cameroun à recevoir l'onction pontificale de Jean-Paul II, je crois. Je me rappelle le jour où il est venu chez moi à Douala, il a refusé d'entrer à la maison. Il est resté dehors toute la journée. On lui demande d'entrer, il dit non. Je suis arrivé, il m'a posé la question de lui expliquer comment j'ai fait pour pouvoir avoir une maison pareille. Je suis entré à la maison, j'ai pris certains documents, je suis venu m'asseoir avec lui dehors. J'ai dit, je sais que tu es enseignant, calcule telle chose. On a discuté là-bas pendant près de 2 heures de temps. Dès que je lui ai montré un certain nombre de choses, il s'est levé vaillamment et est entré à la maison. Aujourd'hui, il est décédé, ça va faire 3 ans bientôt. Mais il était très content et il m'a toujours dit, chaque fois que je voulais l'aider, je voulais qu'il lui fasse telle chose. Il me dit non, tu as suffisamment déjà fait pour moi. Il nous a fait 12, 2 sont décédés, non 13, 3 sont décédés, on est resté 10 jusqu'à aujourd'hui. Je me suis occupé des 10, il me disait tout le temps, j'ai accouché et puis tu as élevé. Tu as tout fait pour moi. Mais on peut partir du bas quartier pour se hisser.
Des valeurs qu'il transmet à ses enfants, eux qui l'ont accompagné dans ses premiers pas dans la téléphonie mobile au début des années 2000. Le jeune divorcé d'alors n'avait pas les moyens de se payer les services du nounou et emmenait ses 2 enfants en bas âge partout avec lui. Quoi qu'il en soit, Jean-Christin Téné a réussi son pari, celui de se donner un nom et de sortir de la misère qu'il a connue enfant dans les rues de Bafoussam avec ses frères. Profondément croyant, il s'appuie sur la Bible pour poursuivre son ascension. Si vous avez lu la Bible, vous avez entendu. Qu'est-ce qui caractérise le monde nouveau, le paradis? Chacun sera assis sous sa propre vigne. Et il n'y aura personne pour le déranger. Voilà le résumé que fait la Bible du monde nouveau que tout le monde aspire. Ça veut dire que c'est des choses éternelles. C'est éternel. Et puis, il y a beaucoup de gens qui... certaines personnes me posent la question d'où vous viennent certaines inspirations. Je vous le réponds. L'inspiration vient de la Bible. Je ne lis pas la Bible comme tout le monde. Je lis la Bible comme un entrepreneur. Naturellement, avec notre invité en Success Story, pour terminer cet entretien portrait, naturellement autour d'un verre qu'on déguste à la santé. Alors, Jean-Christin Téné, pour terminer, s'il y a un message particulier, précis, à adresser aux jeunes Camerounais qui voudraient, pourquoi pas vous ressembler demain, vous leur diriez quoi? Le seul message que je pourrais les passer, c'est de croire en l'Afrique, de croire au Cameroun. Et croire au Cameroun signifie de travailler, de se sacrifier, de ne pas se lancer très tôt dans les loisirs. Quand on est pauvre, on se prive des loisirs pendant un temps. Quand tu es jeune, travaille durement pour que quand tu sois vieux, ton dur labeur travaille pour toi. Je dis toujours aux jeunes, avec 10 000 francs CFA, on peut devenir riche. Avec 10 000 francs, vous achetez un plateau d'œufs qui coûte 3 000, vous achetez du piment, vous faites du piment, vous avez votre sac, vous commencez à faire du porte-en-porte, vous allez nourrir votre famille. Vous pouvez avoir 10 000 francs, vous vous lancez dans le travail de la cordonnerie. Vous avez déjà remarqué qu'au Cameroun, c'est les Maliens qui font la cordonnerie? Nous, on ne fait pas de cordonnerie. Quand tu entends toc 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 devant ta porte, est-ce que c'est un Camerounais? Ce n'est pas un Camerounais, c'est quelqu'un qui prend de l'avion du Mali pour venir au Cameroun, faire le toc 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 chez toi. Alors, mais aller devant les Express Union, Western Money, tous les vendredis pour voir quelle quantité d'argent ils sont en train d'envoyer chez eux. Il y a beaucoup de petits métiers qu'on peut développer au Cameroun et qui peut empêcher aux Camerounais de mourir tous les jours dans les fleuves parce qu'ils vont en Europe. Vous pensez qu'en Europe, que les gens sont très bien? Qui ne peut pas permettre aux Camerounais de ne plus aller au Canada? Parce que je suis toujours sidéré quand je vois des jeunes, des Camerounais, qui ont un niveau de vie assez élevé, vendent leurs biens pour aller au Canada. On est venu en Afrique, il y a des centaines d'années, nous mettre des chaînes pour nous amener en esclavage. Aujourd'hui, vous mettez vous-même des chaînes pour aller en esclavage? Non. Croyons en l'Afrique, croyons au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Que je vive comme le Paul Biya, longtemps. Longtemps. Parce que même sur un lit d'hôpital, même si je suis paralysé, couché quelque part, tant que le cerveau fonctionne, on aura toujours quelque chose qu'on aura à partager au Cameroun. Alors, je vous souhaite longévité. Merci beaucoup. Parce que c'est la seule chose que je demande. Voilà. La santé et la longévité. Le reste viendra. Avec le travail. Avec le travail, c'est sûr. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir permis de rentrer dans votre parcours pour en tirer les plus belles leçons. Merci déjà à ce que vous faites. À ce que vous faites pour encourager les jeunes, à faire croire aux Camerounais, à faire croire à la jeunesse que tout est possible localement. On peut bâtir le Canada camerounais, on peut bâtir les États-Unis camerounais. Tout est possible au Cameroun si nous nous mettons ensemble. Ensemble, nous pouvons croire. Ensemble, nous pouvons bâtir une très belle carrière au Cameroun. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Santé. Santé. La statue de la nouvelle liberté au rond-point d'Eido à Douala est devenue le symbole de la capitale économique du Cameroun. Mais connaissez-vous seulement qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre artistique? Il s'agit de
Il s'agit de Joseph Francis Sumeigné, un artiste peintre-sculpteur camerounais qui est devenu une véritable référence tant sur le plan international que local. Nous le retrouvons dans la rubrique Quel talent by Castle Beer. Castle Beer, le goût de la réussite. Je me bats pour devenir Camerounais. Parce qu'il ne suffit pas de naître Camerounais, il faut voir. Si tu étais donné de choisir d'être Camerounais, est-ce que tu le serais? Je suis Joseph Francis Sumeigné. Je suis artiste peintre-sculpteur de la tribu des Bamenjou. Je travaille sur le Jala. Je fais la sculpture, je travaille depuis 1976. Et je travaille et vis au Cameroun, à Yaoundé. Oui, le quotidien, c'est s'inspirer, c'est travailler, c'est être déterminé. C'est être acharné à faire ce qui va être intéressant pour continuer à produire. C'est dur pour devenir un artiste parce que chaque jour, c'est le jour où tu dois te façonner. Tu dois apprendre à maîtriser le domaine dans lequel tu évolues. Je parle ici du rituel, c'est-à-dire la capacité à maîtriser le travail qu'on fait, par comment être dans la perspective des lendemains meilleurs pour la profession. La réussite, c'est quand on est satisfait du travail qu'on a proposé. Parce que la réussite d'un artiste, je la vois pas dans le sens du côté de la célébrité, non. Ni même du côté de l'argent, non. Je regarde du côté de la satisfaction de ceux qui reçoivent le travail qu'on a proposé. Par exemple, aujourd'hui, si je suis devenu visible, c'est parce que le travail est visible. Si le travail n'est pas visible, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas parler en termes de réussite. Il y a déjà la tradition qui est la base et la suite c'est l'histoire de tous les jours. C'est le quotidien que l'on vit chaque jour. Lorsque vous discutez, vous causez avec une personne, c'est son visage qui vous inspire. Vous savez, l'artiste s'en va du côté où l'inspiration le porte. On sent qu'on est artiste. Le devenir, c'est autre chose. Il faut travailler dur pour le devenir. Parce que le sentiment d'artiste et la vie d'artiste sont deux choses à concilier. Et chaque jour, il faut se battre pour travailler ces conditions-là. La mauvaise nouvelle de destruction de la Nouvelle Liberté à Rond-Point d'Edo. Parce que dès le début, les gens n'étaient pas d'accord avec ce travail. Il y a eu beaucoup de tentatives de destruction, c'est ça qui m'a un peu démoralisé. Les travaux de la Nouvelle Liberté ont commencé dans les années 1993 et ont pris fin le 21 juillet 1996. Le fonctionnaire a une vue limitée des choses, tandis que l'artiste voit beaucoup plus universellement. Je choisirais certainement d'être artiste parce que c'est plus libre. Je préfère la télévision parce que la télévision touche du bout de doigt. Les réseaux sociaux sont des choses racontées et souvent parfois pas vécues. Tandis que le journaliste qui est à la télévision a l'obligation de faire de la déontologie et du moral. Les autres n'en ont pas. Les ingrédients de la réussite sont ta capacité d'aimer et de donner et de partager. C'est ça. Parce que le désir de partager garantit votre réussite si ce que vous proposez est intégrable du point de vue de l'universel. Par exemple, dans mon travail, je parle de l'amour, je parle du rituel et je parle de travail.
c'est là où je parle de l'art. Quand je définis l'art, voilà comment ça se présente. Amour, rituel, travail. Qu'on dise que je n'ai pas de bon métier, que l'art n'est pas un métier, je dis non. L'art est réellement un métier parce qu'il suffit d'en vivre. Si vous vivez de ça et que vous vous sentez à l'aise, c'est un bonheur. Il est à partager. C'est ce que fait l'artiste au quotidien. Donc on ne peut pas prétendre que l'art n'est pas un métier. À ceux qui le disent, je dirais carrément, eh bien, essayez d'être artiste pour voir si ce n'est pas un métier. Déjà, je l'ai toujours dit aux jeunes de ne jamais croire que tout est terminé, il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours moyen de faire autrement. Il y aura toujours un moyen de contourner les difficultés et de voir plus clair dans l'avenir. C'est que je me bats pour devenir Camerounais. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas de naître Camerounais, il faut voir. Si tu t'étais donné de choisir d'être Camerounais, est-ce que tu le serais? Ça, c'est une question que je me pose au quotidien à ceux qui prétendent souvent qu'ils sont des Camerounais. Quand on les voit agir, on se pose la question réellement s'ils ont choisi d'être Camerounais ou ils ont constaté qu'ils sont Camerounais. Castle Beer, le goût de la réussite. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Nous vous disons d'ores et déjà merci d'avoir été des nôtres et prenons rendez-vous avec vous pour une prochaine édition en fin décembre prochain. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Un merci particulier à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous aura accompagnés pour la réussite de cette émission. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castle Beer. Castle Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castle Beer, le goût de la réussite.